Bonjour et bienvenue à cette 26e capsule vidéo où je vais vous parler dans le fond de la pensée statistique puis d'idées de situation pour la mobiliser. Donc, c'est en lien dans le fond avec un objectif du cours qui est d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires, en statistique dans ce cas-ci, pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, on a déjà parlé dans différentes lectures à différents moments depuis le début de la session de pensée statistique. Mais la pensée statistique, c'est quoi? Donc, on dit, je pense qu'on s'est entendu à plusieurs moments là, que c'est important de développer la pensée statistique des élèves, mais il faudrait d'abord définir ou essayer de circonscrire du moins qu'est-ce que la pensée statistique. Donc, ici, on va se tourner dans le fond sur certains modèles de définition dans les écrits scientifiques. Donc, si on se fie à Friel et Jarner, ça date déjà d'un petit bout, mais qu'on peut voir que c'est toujours d'actualité. Eux parlent d'un processus d'investigation statistique. Donc, ce n'est pas seulement une chose, c'est tout un processus qui forme un tout. Donc, comment il l'explique, c'est qu'il y a un processus d'investigation statistique et il y a différentes étapes qui peuvent être faites et qui n'ont pas nécessairement d'ordre. Donc, on peut voir qu'on pourrait commencer le processus d'investigation statistique de poser d'abord des questions. Donc, quelle est la question qu'on veut se poser sur le plan statistique? On peut vouloir collecter des données, on peut analyser la ou les distributions de données, puis interpréter les résultats. Et on voit qu'il y a des flèches à peu près entre chacune de ces étapes-là, donc ce qui peut permettre des allers-retours. Donc on pourrait d'abord vouloir poser une question, collecter des données et se rendre compte que finalement les données qu'on collecte ne sont pas vraiment en lien avec la question, il y a une source de biais, donc on revient, on retravaille notre question, etc., ou on retravaille, dans le fond, on refait la collecte de données parce qu'il y avait un biais dans la façon de collecter les données, on analyse, on se rend compte, par exemple, qu'il y a un autre problème. Donc, c'est cette idée-là qu'il pourrait y avoir des allers-retours et aussi, il pourrait y avoir dans le processus, il y en a qui parlent, Wild et Fankush, qui parlent d'un cycle d'investigation. Donc, c'est l'idée que oui, on poserait des questions, on collecte les données, on les analyse, on les interprète, puis après, ce qu'on interprète comme résultat va nous amener à poser une nouvelle question pour une nouvelle enquête, un nouveau processus d'investigation statistique. Et là, on pourrait recommencer sous forme d'un cycle, qu'on pourrait dire sans fin, en fait, qui amènerait toujours des nouvelles questions, en fait. Donc, les réponses à une étude nous amèneraient de nouvelles questions plus précises. Si on regarde d'autres définitions, donc ça, c'était un premier modèle. On voit ici, c'est des traductions libres, donc elles ont été écrites en anglais, mais ce serait l'idée que c'est un processus de pensée. Donc la pensée statistique, c'est un processus de pensée qui reconnaît que les phénomènes de variation sont omniprésents dans tout ce que nous faisons. Donc tout travail statistique est une série de processus interconnectés. Donc c'est vraiment en lien avec le modèle qu'on vient de voir et que identifier, caractériser, quantifier, contrôler et réduire la variation, tout ça fournit des opportunités de s'améliorer dans l'idée d'une enquête statistique. Donc, la pensée statistique, une autre définition, est définie par la compréhension de la relation entre les données statistiques et les problèmes contextualisés en présence de variabilité et d'incertitude. Donc, ici, c'est vraiment relié à des problèmes en contexte. On s'est précisé ici, c'est vraiment en contexte. Donc, ce ne sont pas seulement des données, des nombres comme ça pris au hasard, sont reliés à un contexte précis. Puis complète, c'est tenter d'expliciter et de préciser qu'est-ce que les données peuvent nous dire à propos du problème qui nous intéresse. Donc c'est vraiment l'idée qu'on a un problème puis on veut répondre à ce problème-là, mieux comprendre et on va aller faire, dans le fond, on va déployer notre pensée statistique pour essayer de mieux comprendre ce problème-là par une enquête notamment. On a aussi la statistique, c'est pas simplement un ensemble de techniques, hein. On a déjà vu ça là aussi. Comme quoi, c'est pas juste savoir calculer, ça va au-delà de ça. Donc c'est une disposition de l'esprit, une manière d'appréhender les données qui reconnaît notamment l'existence de l'incertitude et de la variabilité de l'information et de la collecte de données. Donc, elle permet de prendre des décisions dans une situation d'incertitude. Je pense que ça, c'est un point important, autant dans le domaine de la statistique que le domaine des probabilités, l'idée de prendre des décisions dans une situation d'incertitude. Puis, je trouve ça important de se rappeler, là, je répète, que c'est pas simplement un ensemble de techniques. Le raisonnement statistique, donc des fois c'est appelé pensée statistique, des fois le raisonnement statistique. Donc c'est la façon dont les gens raisonnent avec des idées statistiques et donnent du sens aux informations statistiques. Donc quand là c'est l'idée que c'est pas simplement un ensemble de techniques, c'est pas simplement procédural, c'est l'idée là, on veut comprendre, c'est conceptuel, on veut donner du sens aux concepts, aux informations statistiques. Et là, ça implique de faire des interprétations basées sur des ensembles de données, des représentations graphiques et des résumés statistiques. Donc là, on vient de voir, dans le fond, un modèle, puis 4 définitions avec des idées clés. Donc, qu'est-ce qui ressort de ces définitions-là?
Ben, d'abord, je pense qu'une idée importante, il y a un processus d'itération dans le processus de pensée. Donc, il y a des boucles. Donc, on a vu dans le schéma tout à l'heure, là, toutes les étapes sont mobilisées, puis il y a un processus d'itération. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait une fois et c'est terminé et on a. Donc, c'est vraiment l'idée de pensée statistique, là, qu'il y aurait des boucles, puis ça continue de façon itérative. Il y aurait variation et incertitude. Donc, des données sur un même sujet peuvent donner des résultats différents. Oui, parce que si on fait une enquête, puis on a 100 répondants, puis on fait la même enquête auprès de 100 autres répondants, on n'aura pas exactement les mêmes résultats. Mais c'est l'idée que plus on va en avoir de répondants et plus on va bien contrôler, en fait, les paramètres de l'étude. Donc, il y a contrôle des paramètres dans l'étude. Bien, plus on va être capable d'inférer à partir des données avec confiance. Donc, plus on va dire que notre échantillon est représentatif, puis nous permet d'inférer et de mieux comprendre le problème, puis de prendre des bonnes décisions, en fait, avec ça. Donc, ce serait ça les 4 éléments, je pense, qui sont importants en lien avec la pensée statistique. Donc, la pensée statistique implique chacun de ces aspects. Il y a Chance aussi qui fait ressortir quelques implications en lien avec la statistique. Donc, important de vivre une collecte de données avec les élèves là, pour les amener à réfléchir aux données collectées et aux difficultés. Donc, c'est pas juste de dire voici les données, maintenant créez-moi un diagramme à bande avec ça. Donc, c'est vraiment de vivre chaque étape, chacune des étapes, dont la collecte de données, pour amener puis même, bon, ici, elle propose la collecte de données, mais moi, j'ai le goût de dire vraiment chacune des étapes, donc d'amener à se poser des questions. C'est important, chacune de ces étapes-là. Donc, quelle serait une bonne question à se poser? Quel est le problème auquel on veut répondre? Pour ça, ben, la collecte de données, pour les amener à réfléchir justement à quelles sont les difficultés, les différentes sources de biais dont on a déjà parlé dans des capsules vidéo précédentes. Sinon, Chance dit aussi qu'il est important de développer le jugement critique, de faire des conjectures. Donc, dès le début, on pourrait essayer de tenter une conjecture ou une hypothèse en lien avec la question qu'on se pose, la question d'enquête. Et très important de relier les données à un contexte. Donc, ce ne sont pas seulement des nombres sur lesquels on va faire des moyennes et tout ça. Oui, on va peut-être vouloir travailler avec des mesures de tendance centrale, mais on doit toujours garder, dans le fond, le contexte lié à ces données-là. Autant, qu'est-ce qui représente 3, OK, parce que c'est 3 enfants, il y a 3 enfants dans cette famille-là, puis après 5, on a fait une enquête et ils nous ont répondu que 5 enfants dans cette famille-là, et il y a un enfant. Donc, c'est pas juste 3, 5 et 1, mais chacun de ces nombres-là, un contexte représente quelque chose, et en plus, le contexte aussi de tout le processus d'investigation statistique. Donc, dans quel contexte ça a été fait, avec quel biais possible aussi qui a pu être inséré, parce qu'on ne peut jamais tout éviter, toutes les sources de biais, même si on essaie d'éviter autant que possible. Donc, au-delà du calcul, je pense, encore une fois, en didactique, c'est toujours le cas. Donc, on vise au-delà du calcul de travailler la compréhension, donner du sens. Poser des questions, comme je l'ai dit, là, c'est très important. Analyser, interpréter, donc aller au-delà justement de chacune des étapes prises séparément, mais vraiment vivre ensemble comme un tout pour bien développer l'ensemble de la pensée statistique. Ensuite, ben, on a parlé de jugement critique, donc on va vouloir revenir un petit peu sur c'est quoi le jugement critique. Donc, je vous invite à aller voir le légendaire Jean-René Dufort dans une petite chronique de 2 minutes d'Infoman qui ridiculise les statistiques. Donc, je vous invite tout de suite, dans le fond, à aller écouter cette capsule vidéo-là avec le lien raccourci, puis à me dire qu'est-ce que vous retenez de cette capsule vidéo-là. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Dans le fond, cette capsule vidéo-là, ce qu'elle nous indique, c'est qu'il faut faire attention. On ne peut pas sauter aux conclusions seulement avec quelques résultats après 2, 3, 4 résultats. Il faut faire attention aussi à la façon dont notre démarche statistique, notre enquête statistique va être menée. Donc, pour éviter les sources de biais, par exemple. Donc, c'est une façon un petit peu, c'est un peu c'est pas très sérieux, mais il en rit ici, dans le fond, là, il ridiculise les statistiques pour montrer à quel point, justement, on peut leur faire dire, on a déjà parlé de ça, on pourrait leur faire dire n'importe quoi, mais c'est pas sérieux à ce moment-là, donc faut être plus rigoureux, dans le fond, quand on veut faire une enquête statistique. Ici, on a déjà parlé un petit peu de ce type de biais-là, mais je vais être sûr que vous l'avez bien compris, donc j'ai pris cette illustration-là dans le livre de Gauvry de Statistiques Méfiez-vous. Donc, on a ici une figure où on voit le nombre d'agressions déclarées chaque année depuis 2002 à un endroit donné. Et on voit dans le fond des nombres autant en 2002, 2003, 2004, 2005. Et là, j'aimerais que vous me disiez quel biais est inséré, puis pourquoi ce biais
quel est ce biais là, qui est inséré? Donc, quelle est la conséquence et pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ce biais-là, en fait? Bien, ici, dans le fond, on peut remarquer que le problème, c'est qu'il n'y a pas de coupure d'axe. On aurait dû indiquer ici qu'il y a une coupure d'axe. Sinon, ça donne l'impression qu'entre 2002 et 2004, par exemple, qu'on a doublé le nombre de déclarations, le nombre d'agressions déclarées plutôt. Donc, ça donne cette impression-là, alors qu'ici, en fait, il y en a 679 et ici, il semble y en avoir 682. Donc, il y en a finalement 3 de plus entre 2002 et 2004, mais ça nous donne l'impression qu'il y en a 2 fois plus. Puis entre 2004 et 2005, on a l'impression aussi que ça a doublé, alors qu'il y en a 682 et ici 689, donc 7 de plus, mais ça nous donne l'impression encore là qu'il y en a 2 fois plus. Donc si ces informations-là pourraient être prises pour dire par exemple, oh attention, c'est vraiment dangereux à cet endroit-là, entre 2004 et 2005, c'est vraiment dangereux, il y a eu beaucoup d'agressions, 2 fois plus d'agressions, d'où l'importance d'investir un gros budget, par exemple, en sécurité, en prévention, etc. Alors que, si on regardait vraiment comme il faut et qu'on ne mettait pas, en fait, si on n'avait pas mis cette coupure d'axe, en fait, puis on avait vraiment fait proportionnellement, ben ici, on aurait les mêmes données. Donc, si on avait 679, 678, 682 et 689. On aurait les mêmes données ici. Ces 4 mêmes données-là, de 2002 à 2005. Mais ici, elles sont représentées correctement. Et là, l'effet, ici, si on regardait ça, quelle est la conclusion qu'on va tirer? Ben, ça serait difficile d'argumenter que oui, on a vraiment plus d'agressions et là, il faudrait augmenter un budget là, en prévention. Ça serait pas légitime, en fait, cette conclusion-là avec les données qu'on a ici. Donc, si je reviens à la diapositive précédente, de ne pas mettre, de faire une coupure d'axe, ben, si on en fait une, il faut absolument l'indiquer. Donc, il faut venir faire les petits traits ici sur l'axe vertical, ce qui indique qu'ici, l'effet de proportionnalité, en fait, n'est pas préservé. Donc, on ne pourra pas dire qu'ici, il y a 2 fois plus de 2004 à 2005 parce qu'on vient juste zoomer, on vient aller voir une zone en particulier qui est la zone entre 676 et 690 sans prendre de 0 à 676. Alors qu'ici, on ne zoome pas en particulier sur une zone, on voit tout de 0 à 700. Et là, on voit très bien qu'il n'y a pas le double d'agression de 2004 et 2005. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Il faut être capable de repérer, quand on est exposé à ce genre de diagramme-là, il faut être capable de repérer pour être capable vraiment d'analyser correctement, puis pas se laisser prendre, dans le fond, parce qu'on peut essayer de nous faire croire certaines choses quand il y a ce genre de biais-là qui est inséré. Maintenant, on a parlé de la pensée statistique, on a regardé certains modèles, certaines définitions. On a vu un petit peu le jugement critique, ce à quoi il faut faire attention. Donc maintenant, si on pense pour des élèves du primaire, est-ce que vous auriez des idées de situations, de contextes qui seraient intéressantes, qui seraient engageantes sur le plan didactique aussi pour mobiliser la pensée statistique? Donc, je suis bien intéressé de savoir, est-ce que vous avez quelques idées de situations de contexte là, qui pourraient être intéressantes? Donc voilà, moi de mon côté, on n'ira pas les voir en détail, mais voici quelques idées en rafale qui pourraient être utilisées. Donc on pourrait par exemple se servir de l'actualité, puis dire, bon, on pourrait aller analyser des sondages ou des résultats des élections américaines de 2020 qu'on vient tout juste d'avoir. Moi, d'habitude, c'est quelque chose que je fais dans ce cours à chaque année, à l'automne. Si je regarde ça fait 6 ans que je donne le cours. Dans les 6 dernières années, à l'automne, il y a toujours eu des élections, soit provinciales au Québec, soit fédérales au Canada ou fédérales aux États-Unis cette année et il y a 4 ans. Donc, je me suis toujours servi, à peu près à ce temps-ci de l'année, des résultats de sondage puis des résultats des élections pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est les différentes informations qu'on nous donne. Est-ce que, quand on a le résultat, est-ce que c'était prévisible le résultat à partir des sondages qu'on avait avant? Donc, est-ce que, finalement, la fameuse question, est-ce que les sondages avaient raison? Donc, je pense que ça peut être intéressant parce qu'on a été bombardé de toute cette information-là dans les dernières semaines. Puis là, c'est d'aller regarder avec un regard là, critique et statistique. Je pense que ça peut être intéressant pour mobiliser la pensée statistique. Une autre idée, on a déjà parlé des mesures de tendance centrale, la moyenne qui est au primaire, puis mode et médiane qui s'ajoutent au début du secondaire. Donc, on pourrait vouloir travailler ça avec les élèves, mais au lieu de leur
leur demander de calculer des mesures de tendance centrale, on pourrait leur donner des mesures de tendance centrale, puis demander une distribution possible. Donc, de dire, à partir avec une moyenne de 5, sachant que j'ai 4 données, avec une moyenne de 5, quelle serait une distribution possible? Donc, je vous avais déjà demandé ce genre de questions-là dans un Edpuzzle. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec les élèves. Et ça amène à voir, dans le fond, qu'il y a plusieurs distributions possibles pour les mêmes caractéristiques. Si on ajoute des contraintes, donc si on dit 4 données possibles avec une moyenne de 5, mais une médiane de 4 et un mode de 4, par exemple, bien là, ça vient restreindre les possibilités. Donc, on peut travailler avec ça, puis ça amène un élève qui va répondre à ça va vraiment comprendre qu'est-ce qu'une médiane, qu'est-ce qu'une moyenne, qu'est-ce qu'un mode. On pourrait aussi, une autre idée serait de faire calculer les statistiques liées à la pandémie. Encore une fois, c'est un sujet d'actualité, on est bombardé d'informations, on reçoit des diagrammes, il y a plein d'articles de presse, tout ça. Donc, on pourrait aller chercher des données officielles à partir d'un de ces deux sites-là, par exemple, qui lui est québécois, lui est plus mondial, et on pourrait aller chercher, dans le fond, ces données-là, puis leur demander de soit faire des projections ou essayer de comprendre que veut dire ce graphique, ce diagramme plutôt. Donc, d'essayer de comprendre, dans le fond, et de se projeter dans l'avenir, par exemple, ou de tirer des conclusions, poser des nouvelles questions. Donc, vraiment l'idée de mobiliser la pensée statistique en lien avec un sujet d'actualité. Il y a plein d'autres idées d'enquête engageantes aussi qui ont été vues là, pour les élèves du primaire. Dans le chapitre 11 que vous avez lu, qui est le chapitre de Van der Waal et Levin, et qui est un chapitre sur les statistiques. Puis, il y avait plusieurs idées d'enquête engageantes dans ce chapitre-là, donc vous pourrez vous y référer aussi. Et une autre idée, ça pourrait être d'analyser des publications du quotidien pour faire ressortir des erreurs ou des biais statistiques, un peu comme celui qu'on vient tout juste de voir là, avec la coupure d'axe. On en trouve, quand on regarde, on va en trouver beaucoup des erreurs de pourcentage, des erreurs d'interprétation, des erreurs dans la représentation des données. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant avec les élèves de montrer que c'est important de représenter l'information comme il faut, mais quand on regarde autour de nous, ben il y en a plusieurs des erreurs, donc il faut être vigilant, faut exercer son jugement critique. Donc voilà, quelques idées en rafale. À vous de voir si ces idées-là vous plaisent et que vous voulez les intégrer dans votre enseignement éventuellement. Donc dans cette capsule, qu'est-ce qu'on a pu faire? Je vous incite dans le fond à essayer de faire une synthèse de tout ce que vous retenez là, en lien avec les 17 minutes 30 qu'on vient de passer ensemble. Puis, moi, de mon côté, je pense qu'on a pu définir ou au moins circonscrire qu'est-ce que la pensée statistique à partir d'un modèle, le modèle, le processus d'investigation statistique et certaines définitions. On a pu lui rappeler l'importance d'exercer un jugement critique en statistique, d'être vigilant, puis de soulever quelques idées pour mobiliser la pensée statistique avec des élèves du primaire. Évidemment, ces idées-là devraient être davantage développées si vous voulez les travailler avec des élèves, mais ce sont seulement des idées pour lancer la réflexion. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on pourra en discuter dès la prochaine séance de classe virtuelle. Merci.